Pierre Mailloux, attention, depuis le début de notre collaboration à Radio Yves, ce matin, nous parle de son bureau. Il est de retour en pratique, Pierre. Oui, Yves, effectivement, tu me parles de mon bureau de Louisville. Merveilleux, après tant de visites à la cour, de dossiers, de pages recto-verso écrites de règles de loi et de représentation personnelle, de toi par toi, une victoire, Pierre. Ben, écoute, c'est une victoire. Une victoire sur plusieurs plans, Yves. Premièrement, le fait que ça fait 15 ans que j'ai le syndic du collège Mario Deschênes au derrière et que je suis de retour dans mon bureau en pleine pratique pour adultes et vieillards, c'est déjà une victoire en elle-même. L'autre point, il y a un jugement qui vient d'être rendu dans le dossier disciplinaire 175, et je vais te lire un élément extrêmement important, qui est une victoire, une autre victoire. Il est écrit à la page 13 du jugement du juge Alain Bolduc, Cour supérieure de Trois-Rivières, où je me représentais moi-même contre le syndic, encore une fois, dans un dossier disciplinaire, il est écrit ceci. Deuxièmement, ce n'est pas en soi le fait de prescrire des hautes doses de neuroleptiques à des patients adultes qui est reproché à M. Mailloux. L'avocat de l'intimé a admis à l'audience qu'il est permis de faire de telles prescriptions dans certains cas particuliers en combinant différents neuroleptiques. On se souviendra que quand le Chiard a pris en 2006, en décembre 2006, j'étais accusé d'être un dangereux psychiatre parce que je prescrivais. Parce que je prescrivais, dans certains cas, des extradoses, haute dose de neuroleptiques à des individus sévèrement atteints de schizophrénie. Et là, je relis, l'avocat de l'intimé étant le syndic, a admis à l'audience, devant le juge Bolduc, qu'il était permis de faire de telles prescriptions, dans certains cas particuliers, et même en combinant 2 ou 3 neuroleptiques ou antipsychotiques. Convient que 2014, 8 ans plus tard, on a fait un maudit bout de chemin. Oui. Alors, ça valait la peine, parce que maintenant, mes confrères psychiatres, tous mes confrères psychiatres au Québec, peuvent prescrire des hautes doses d'antipsychotiques dans certains cas de patients psychiatriques. Alors qu'avant, il était mal vu de le faire. J'ai été un pionnier. J'ai été un pionnier dans ce domaine-là. Et, écoute, ça se faisait en catimini. OK. Nous n'avions pas l'assentiment de l'ordre professionnel pour faire ce traitement-là. Je n'avais pas l'assentiment. Je me suis arrogé, du haut de mon jugement clinique, le droit d'augmenter les doses antipsychotiques dans certains cas d'individus sévèrement atteints de schizophrénie à mes risques et périls. Je n'ai pas encore péri après 15 ans. Non. Non seulement je n'ai pas péri, mais l'avocat admet en cours que de telles prescriptions, dans certains cas particuliers, même en combinant, même en les combinant 2 ou 3 antipsychotiques, à des hautes doses, oui, c'est permis. C'est ça qui est écrit. L'avocat de l'intimé étant le syndic du Collège des médecins, l'avocat de l'intimé a admis à l'audience qu'il est permis de faire de telles prescriptions. OK. C'est écrit dans un jugement de la Cour supérieure de Trois-Rivières, daté du 15 avril 2014. Donc, ça a autorité de choses jugées. Est-ce que tu me suis bien? Je te suis très bien. Là, il y a eu un procès et c'est l'avocat, c'est pas le juge qui a décidé. Il n'y a même pas eu à trancher là-dessus le juge. L'avocat a admis que c'était permis. Alors, tous mes confrères, maintenant, peuvent, de façon diligente et appropriée, utiliser des mégadoses d'antipsychotiques dans certains cas de schizophrénie. Et, disons-le... Et permis. Permis et pratique. Par l'ordre professionnel. Exactement. Dans la bouche du procureur du syndic.
Et ajoutons, je dirais pas à tort, mais élément d'avant-garde préconisé par Dixit Pierre Mailloux, psychiatre. Oui, j'ai été le pionnier. J'ai été le pionnier de l'utilisation au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Pas dans le monde parce que il y en a qui l'avaient fait en Suède et en Allemagne. Probablement d'études que tu avais lues, j'imagine. Bien évidemment. OK. Pierre... Alors, j'ai été le pionnier à ouvertement prescrire, non plus en catimini, mais ouvertement. Je trouve que tu mérites de le scander avec générosité, Pierre. Tu as payé le prix. Tu t'es défendu seul, devant la cour, devant le common law, devant toute la structure très lourde. Personne, Pierre, se défendant seul, ne sont pas sortis esquintés d'un jugement à la cour. Et tu reviens avec des victoires pour un principe, par contre. Lorsque notre cause est noble et vraie, elle trouve réponse à sa mesure. 15 ans plus tard. Mais si ça n'avait pas été vrai, Pierre, si tu n'avais pas eu des éléments, si tu n'avais pas pu te défendre avec des preuves notoires, ce serait pas arrivé, ça, aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir, là. C'est pas des caves, les gens qui portent des jugements, là. Ils se laissent pas assujettir par un sentiment. Ils regardent la preuve. Et je réitère, Yves, ce ne sont pas les juges ni les comités de discipline. C'est l'avocat. C'est l'avocat du syndic qui a admis que c'était permis. Ben oui. Le juge n'a même pas eu à trancher. Le juge n'a fait que répéter, inscrire, entériner. Le juge Bolduc a entériné dans son jugement de cour supérieure que l'avocat reconnaissait que c'était permis. Donc, le juge a entériné ce traitement-là. Te reste... Et reconnu comme étant permis par l'Ordre, le Collège des médecins du Québec. Il te reste... Noir sur blanc. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Il te reste dans la croisade, Pierre, la partie maintenant au niveau des traitements de l'enfance, parce que là, on reconnaît... Non, attends un petit peu, là. Oui. C'est que là, tous les psychiatres ont le droit de prescrire des mégadoses. Oui. Mais pas le pionnier. OK. Moi, j'ai encore pas le droit de represcrire les mégadoses que je prescrivais depuis 34 ans. Et juvénile, et adulte, et vieillard. Exact. OK. Enfants, adolescents, adultes et vieillards, je n'ai pas encore ce droit-là, mais tous les autres, c'est permis pour tous les autres psychiatres, à l'exception de Mailloux, qui est le pionnier de ce traitement-là. J'ose croire que ça viendra. Écoute, allons-y avec Oui, je fais une démarche actuellement. Oui. Je fais une démarche, une requête en arrêt des procédures, afin de faire en sorte d'obtenir de la Cour d'appel du Québec le droit, le même droit qui est octroyé à tous mes confrères, et d'autant plus que je suis le pionnier de ce traitement-là, le droit de le prescrire. Pierre, notre sujet du jour est sorti des sondages du gouvernement pour ce qui est des mariages, les mariages qu'on appelle civils ou encore ecclésiales, tout ça rassemblé ensemble. Jusqu'à présent, sur 10 unions, 7 s'avéreraient des séparations. Dans les questions qui sont avancées provoquant les séparations, les questions d'ordre pécuniaire ou simplement les incompatibilités de caractère découvertes au fur et à mesure de la relation. Comment se fait-il qu'entre les hommes et les femmes, il y a ce départ où on dit « je t'aime » à la folie et à la fin « m'attends une décor ». Comment se fait-il que c'est si souvent ça, 7 sur 10? C'est épouvantable. Bon, la première raison, c'est l'instinct. L'instinct chez l'humain. L'instinct de possession. Alors, l'humain est un animal. Et il y a des animaux qui sont très possessifs, qui s'approprient, dès qu'ils ont accouplé une femelle, ils en deviennent jalousement possessifs. Alors ça, c'est une des raisons pour expliquer le phénomène que tu viens de décrire, là. Il y a de plus en plus de personnes, hommes et femmes, qui se révoltent rapidement devant une situation d'appropriation. Alors, la plupart des mariages, c'est t'es à moi, je suis à toi, on est ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que mort nous sépare.
Mais le pire, là, il arrive souvent assez vite. Est-ce que c'est de l'utopie? Le pire, c'est sous forme de mauvaises habitudes de vie, alcool, drogue, irresponsabilité et appropriation. OK. Avant, c'était cautionné. T'es à moi, puis je t'aime beaucoup, mais si tu me quittes, je te tue ma crisse, là. Oui. J'ai entendu dans mon bureau à plus d'une reprise. Oui. Jadis, c'était les curés décourageaient, malgré des situations d'abus, décourageaient les femmes de quitter un conjoint jaloux, possessif. Maintenant, écoute, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage d'hommes qui, dès qu'ils ont fourré une femme, se l'approprient. T'es à moi, puis si tu me quittes, je te tue. Est-ce que c'est pas un peu de l'utopie que démarrer une relation, justement, avec un caractère de possession, et je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire ad vitam aeternam? C'est l'instinct. Ces individus-là c'est égo-syntones, là. Pour eux, c'est normal, là. Ben oui, mais c'est ma femme. Est-ce que je peux rentrer dans une relation? Est-ce que je peux rentrer dans une relation sans penser et sans dire tu seras la seule, tu resteras toujours là? Est-ce qu'il y a une relation possible sans l'espèce de confirmation de fidélité absolue? Est-ce que c'est pas de l'utopie, ça? Oh, c'est niaiseux, c'est enfantin, ça. Voyons, voyons si tu peux prédire l'avenir. Oui. C'est bon. Tu peux dire, la première partie des vœux du mariage, je suis à toi, t'es à moi. Bon. Sauf, écoute, il y en a qui conviennent. Bon, t'es à moi, je suis à toi, puis on est l'un à l'autre. Mais c'est la suite qui se gâte. Oui. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la mort. Oui. C'est quoi le pire? Et les crosseurs catholiques, là, ils n'ont jamais épilogué là-dessus. Le pire? Manger une volée. Avoir un gars qui t'inspecte à chaque matin puis qui boutonne des boutons pour être sûr que ta poitrine soit complètement couverte. C'est quoi le pire? Un jaloux qui, après un party, te fait une scène pendant 3 heures en t'engueulant parce que, écoute, t'as pris un petit peu de boisson, elle a pris un peu de boisson, puis elle s'est trimoussée le derrière un peu, puis elle se faisait aller. Comment peut-on être bien dans une relation si tu sais impunément que ta conjointe reste avec toi parce que tu lui obliges? Tu peux pas être bien, là. Bon, puis, tu sais, je continue, là. Le gars, là, tu sais, il a sa conjointe, là. Tel ami, là, moi, je suis pas pour toi, ça, là. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que tu la vois, là. Ah bon. Tel autre ami non plus, ton frère, là, on le vide. Alors, c'est quoi le pire? Tu sais, un homme qui est jaloux, un homme qui est possessif, un homme qui est pas respectueux. C'est quoi le pire? Le pire, il vient vite. Parce que dès qu'il y a eu copulation, il y a beaucoup de mâles qui deviennent cinglés. Et ça, le phénomène est d'autant plus visible chez les musulmans. Les musulmans pratiquants, les hommes musulmans pratiquants deviennent... Écoute, il y a toute une culture, là. La culture maghrébine, en termes de relations homme-femme, est profondément tarée. Ben, il faut voir que le Québec n'est pas guère mieux avec notre moyenne de 7 sur 10. Ouais. Alors, ça c'est un point. Tu as relevé un autre point qui est l'incompatibilité. Alors, il y a des individus qui, de bonne foi, se marient, ou vivent ensemble, font vie commune, et réalisent que l'autre partenaire n'est pas du même niveau intellectuel. Bon, on fait quoi dans ce temps-là? Tu sais, pas mal brillant avec un cabochon, ça fera pas long feu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je pense que oui. Hein. Il va y avoir des pierres d'achoppement à un moment donné. Là. Bon, il y a les incompatibilités sexuelles. Ouf. Il y a des individus qui aiment le sexe, puis malheureusement découvrent 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, que l'autre n'est pas intéressé. Quand ils ont fait un gros effort 2 à 3 fois dans le mois, là, par mois, c'est pas mal le max. L'autre partenaire, homme ou femme, mange chez bas.
Ça, l'incompatibilité sexuelle. Et l'autre incompatibilité, qui est beaucoup plus difficile, c'est les incompatibilités de caractère. Exemple, un homme propre qui malheureusement découvre que sa conjointe, c'est une grosse salope. Elle est malpropre. C'est pas long feu. Hein? Il faut tolérer, mais ça va s'user à un moment donné. Ouais. Une femme qui est propre, qui a une belle tenue, puis elle réalise que son conjoint, là, il est malpropre en cibole. Il est cochon. Il se lave pas le bat. Il a le derrière, écoute, il s'essuie mal le derrière quand il va à la selle. C'est pas comique, ça, là. Mais tu peux pas essayer de communiquer. En fait, tu es en train de me dire, tu peux pas demander à quelqu'un de te donner ce qu'il n'y a pas. Donc, tu modifieras pas celui avec qui tu es. Il est comme ça. Une truie, c'est une truie. Une femme qui est malpropre, c'est une femme qui est malpropre. C'est pas drôle, ça, là. Il y a des hommes qui sont propres, il y a des femmes qui sont malpropres, et vice-versa. Dans les incompatibilités. Dans les incompatibilités de caractère. Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter que les goûts ne se rejoignent pas? J'aime pas les mêmes films, j'aime pas la même nourriture. Ça, c'est pas grave, ça. Puis quand les intérêts puis les goûts, là, ça peut être complémentaire. On peut s'entendre assez facilement. Ou encore Ce qui est vraiment problématique, c'est les incompatibilités de caractère. OK, mais il n'y a pas là-dedans aussi les fragilités. Tu sais, tu m'as dit quelque chose, ça m'a blessé. Ouais, mais j'ai jamais pensé que j'allais être blessé. Ouais, mais je m'en rappelle. Non, ça peut on peut en parler. Oui, c'est un bel exemple de terrain d'échange. OK. Ça, il y a des choses qui peuvent s'améliorer suite à l'échange. Mais les traits de caractère, t'as beau échanger. Alors, une personne qui est minutieuse, qui est très propre, très ordonnée, avec un boussi-boula qui est malpropre, qui est salaud, ça pourra pas fonctionner. Comment se fait-il qu'on le voit pas dès le départ? Parce que, comme je te disais tantôt... Ah, parce que le malpropre, là, il prend sa douche quand il fréquente quelqu'un. Il se lave le bat, puis il se lave le derrière. Mais ça donne qu'après quelques semaines, quelques mois de vie commune, il se lave plus le bat. C'est-tu clair? Puis il y a du fromage autour du gland, puis la conjointe, ça l'écœure. C'est rien. En plus, il veut se faire sucer. Ah, ben! T'es cru. Mais dis-moi pas que je suis cru. Dis-moi que je me trompe, que c'est pas vrai ce que je viens de dire. Moi, c'est faux. Je veux pas le croire. c'est possible, mais tu sais, je veux pas le croire. Ouais. Puis il veut se faire mentir pas le choix. Je peux t'assurer qu'il y a des femmes au Québec qui sont malpropres en cibole. T'es médecin, Pierre. Il enlève le petit culotte avec la serviette sanitaire dedans, puis il laisse ça à terre comme ça. Ça, là, ça existe, c'est pas rare, là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut s'avancer au moins à se dire, s'encourager, que ce sont des cas isolés? Non, c'est un pourcentage, là. Ah oui? Alors, je donnais ça comme exemple. Oui. Incompatibilité. Oui. Alors, l'incompatibilité de quotient intellectuel, ça existe, puis c'est pas drôle. L'incompatibilité sexuelle, ça existe, et c'est pas nécessairement comique. L'incompatibilité de traits de caractère, ça existe, puis ça va nécessairement amener. Et il y a l'incompatibilité au niveau des habitudes de vie. Exemple, les poteux. Alors, de plus en plus, tu as des preneurs de drogue, des poteux. Des potes à tous les soirs, puis il y a des femmes qui n'aiment pas ça, pantoute. Tu comprends? Oui. Mais par contre, si c'est deux poteux puis ils potent ensemble, il n'y en a pas de problème. Ils sont compatibles parce qu'ils potent tous les deux puis ils potent ensemble. Ça peut Quand les enfants sont couchés, ils dorment, ils sortent le gros bat puis ils se tirent des puffs. Ça peut être l'alcool aussi, caché au début de... Ça peut être l'alcool aussi, caché au début de la relation, puis à un moment donné, tu sais, Exactement. Ouais. Exactement. Les amphétamines. Il y a un paquet de femmes aux amphétamines. Il y a des gars qui trouvent pas ça drôle. À un moment donné, ils trouvent la poche d'amphétamine et ils s'y volent. Aïe. Puis arrête ça au sac, hein. C'est comme une poche, là, comme un gros sac. Ça coûte pas tellement cher, mais un paquet de femmes aux amphétamines. Reste pareil... le paradoxe, et j'y reviens... J'en ai vu des bonnes. Hey, oui. Je te donne un exemple. Oui. il y a une dame qui me consulte. Elle a perdu la garde de ses 5 enfants par la DPJ. OK. Parce que... C'était pas beau, là. Si la DPJ a enlevé les enfants... Non, c'était pas si pire, mais elle prenait des amphétamines. OK. Amphétamine, elle avait été introduite à ça par son conjoint, qui était un mariculteur, qui avait une grange où il cultivait du pot. OK.
C'est lui. La DPJ lui donne des enfants. Écoute, la femme, elle a été introduite à la drogue par son crotté, qui cultive du pot, puis qui vend du pot. C'est lui qui a les enfants. C'est lui qui a 5 enfants, qui garde des enfants. J'ai des situations loufoques, là. Mais elle, ce qui arrive, c'est qu'elle prenait des amphétamines, parce que quand elle était là-dessus, puis elle était carrément cochonne. OK, c'est ça. Elle était cochonne en calvaire. Ça la rendait cochonne, les amphétamines. mais Pierre, je voulais en venir... Le paradoxe dans la réaction humaine entre la grande dévotion d'amour du début et la rage de la fin. C'est quand même capoté, là. Non, ben regarde, c'est le début qui marche pas, là. C'est ça. Bon, une dévotion d'amour initiale et gratuite, non fondée, souvent illusoire. Oui. Par contre, une déclaration d'amour après 2-3 ans de vie commune, oh là, là on commence à parler. OK. Alors, il faut... Alors, mesdames, ne soyez pas trop niaiseuses. Si vous vous faites faire une grande déclaration d'amour à la 4e rencontre avec Tidjo, soyez méfiants. Il y a beaucoup de relations où il s'en résulte que l'un conjoint, que ce soit le gars ou la femme, ça fait pas 6 semaines qu'ils se connaissent, puis déjà l'un vient rester chez l'autre, hein? Ça, jusque-là, j'ai pas de problème. Ouais, mais on achète... Quand t'achètes un char, faut-tu l'essayer? Non, je comprends, mais... Quand tu vas chez le dépositaire, là, l'auto que tu vas acheter, écoute, t'es jamais... Faut au moins que tu t'assoies dedans, tu vois si c'est confortable, tu roules un peu, tu vas l'essayer. Mais tu rencontres quelqu'un... Si tu fais ça avec les bazous, il faut faire ça avec les minous. Mais je comprends, mais tu rencontres quelqu'un, puis au bout de 6 semaines, il arrive avec ses valises, là, et il cherchait un coin, puis il l'a trouvé, puis il vient s'installer. Ça veut pas dire que ça va marcher. Bon, non, il faut l'essayer. Ouais. Faut essayer le char. Et c'est là qu'on va distinguer si c'est une Ferrari ou un taco. OK, ouais. Il n'y en a pas le choix. Faut essayer. Soit il y a après 6 semaines ou après 2 ans, faut l'essayer. Essai-erreur, tu veux dire. Ça se vit aussi dans... 8 ans. Le rendez-vous, là, j'en vois régulièrement. Ça fait 8 ans qu'ils se fréquentent. Hey, va l'essayer, ton bazou, là. Et je les comprends. C'est qu'il avait peur. Oui. Il sentait que c'était un bazou, tu sais, il ne voulait pas se le dire. Je comprends. On prolonge dans ce temps-là, on prolonge les fréquentations. Ouais. Mais Pierre, il reste pareil que... C'est un taco. Oui. On le pressent, mais on veut pas se le dire, tu comprends? Oui. Ça, là, le non-dit, pour pas perdre le bisounage ou d'autres affaires. Pierre, moi, la résultante que j'avais là-dedans, c'était les relations de besoin. Je suis pas en relation parce que je suis en amour. Je suis en relation parce que j'ai des besoins. Besoin de le dire à mes chums. Là, Yves, c'est normal, là. Et voilà, OK. C'est normal. Toute relation... Oui. Toute relation est motivée par un intérêt quelconque. Exact. Ça, c'est vrai. L'histoire de la pureté des sentiments. Et j'irais même plus loin, tu as utilisé le mot besoin. Oui. Si je fais vie commune avec une femme, c'est pas que j'en ai besoin. Oui. Sinon, je vais aller faire autre chose. Oui. Et oui. Mais toute relation est fondée sur la satisfaction d'un ou plusieurs besoins. Faut pas oublier ça à la base, là. Ben oui. Mais alors, si on n'a pas d'intérêt dans une relation, ou bien on est exploité, tu comprends? Ou bien on est menteur. Ouais. C'est soi-même. Ouais. Mais le besoin comme tel n'est pas aussi durable que le sentiment à l'état pur, ou encore c'est une affaire ecclésiale. Non, le sentiment à l'état pur, regarde, Yves, t'es tout qu'un idéaliste. Ouais, ben... Le sentiment à l'état pur, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, hein? Ben non, pas chez l'humain. C'est une relation de besoin. Non, chez les anges. Mais quand les besoins, n'importe quel besoin devient comblé, Pierre, à un moment donné. Donc, l'utopie du départ de dire avec toi, le meilleur est pour le pire, ad vitam aeternam, ça n'existe pas. Non, ben là, c'est un peu une joke, là. Ben oui, c'est un peu une joke. C'est un peu une joke. C'est que tu peux dire, après quelques années de vie commune, ça va bien notre affaire, je pense qu'on va faire un grand bout ensemble. Eh oui. Oui. Ça a plus de bon sens. Oui. C'est plus sensé. Oui. C'est plus raisonné. C'est plus fondé sur... On s'entend bien intellectuellement dans nos discussions. On est du même niveau. Comprends-tu? Sur le plan des émotions ressenties, c'est pas mal partagé. Sur le plan de la sexualité, ça a bien de l'allure. Sur le plan de la compatibilité de caractère, t'es un peu traîneux, mais j'aime ça ramasser. Bon, ça va ensemble, ça. Compatibilité. Qu'arrive-t-il chez l'individu qui, après une brisure et une rupture,
tombe tellement dans une dépression profonde qu'il va jusqu'à s'enlever la vie. Il y a des crises épouvantables de séparation parce que issu probablement d'une dépendance. Donc, il aurait été dépendant. Non, pas issu d'une dépendance. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont démunis. De ressources? Oh, non, démunis sur le plan de l'intériorité, démunis sur le plan de la vitalité, démunis sur le plan de la sexualité, démunis sur le plan intellectuel, démunis dans leur caractère, dans leur tempérament particulièrement. Vides. Des coquilles vides. Alors, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont de grosses coquilles vides. Alors, quand on les laisse tomber, ils tombent, ils se fracassent. C'est pas plein, là, c'est pas un boulet, c'est pas quelque chose de plein, quelque chose de vide. Mais bref, on se retrouve avec un paquet de starts de relations qui finit par un échec, mais on est en train de conclure ensemble que essai-erreur, c'est indispensable dans cette situation-là, et si on croit l'histoire... Attends un petit peu, mon Yves, là, on a réglé quelque chose. Oui. Alors, un peu comme lorsqu'on achète un auto, on le laissait, puis l'auto peut ne pas nous convenir. Bon, ben, on la remet au garage, puis c'est correct, là. Donc, pas parce que c'est une mauvaise auto, parce que, bon, les sièges sont pas... La personne est un peu trop grande, il n'y a pas assez d'espace pour les jambes, c'est pas confortable pour la conduite, parce que le monde, il y a des petits, il y a des grands, il y a des minces, il y a des gros. Alors, lorsque un être humain essaie une voiture, ça peut ne pas convenir. Donc, c'est par essai et erreur. Alors, on peut se tromper. Ça fit pas. Avant d'acheter, il est préférable d'essayer, certains, tu sais. Comprends très bien, Pierre. Ouais. Je comprends très bien. D'essayer. Alors, l'exemple que tu donnes, après 6 semaines, bon, on va faire une tentative de vie commune. J'ai pas de problème avec ça jusque-là. Si c'est prudemment mené, il n'y a aucun problème là. Puis on va voir si on se complète, on va voir si on s'entend, on va voir si on répond à nos besoins mutuels, on va voir si nos besoins sont répondables. Bon à voir et bon à échanger. Mais dans l'idéal, quand on se retire pour s'expliquer ça, Pierre, ça paraît bien, mais il n'y a pas une relation qui démarre pas, qui semble vouloir démarrer sans l'espèce de consentement au fait que t'es à moi, puis je suis à toi, puis on est ensemble, puis si jamais tu... Notre bataille, Yves, est sur ce flanc-là. Oui. Ça, les histoires de ma femme, là, faudrait arrêter ça. Oui. Non, c'est pas à toi, cette femme-là, là, Ticasse. Parce qu'il y a beaucoup de Ticasses au Québec qui prennent ça littéralement. C'est-à-dire, quand ils disent ma femme, là, c'est un geste d'appropriation. Oui. Non, c'est pas ma femme, c'est Nicole. Ma compagne ou ma conjointe. Si on fait vie commune, ben, c'est ma conjointe. Si on se fréquente, ben, c'est mon ami. T'sais. Ou ma copine, là, mais ma femme, là, non. C'est pas à toi, là, c'est trop, là. Ouais. C'est pas demain la veille, Pierre. Oui, mais on en parle. Puis on essaie d'échanger là-dessus. Ne serait-ce que de se sensibiliser. Et lorsqu'on voit un Ticasse qui est un peu trop entreprenant dans le sens de l'appropriation, on peut lui dire. C'est comme homme, là, ça passe bien, ça. Dire, écoute, gars, tu vas pas un peu fort, là. Elle est pas à toi, cette femme-là, là. Oui. C'est slack la poulie un peu, là. Oui. Ben oui, mais je l'aime. Non, c'est pas de l'amour, là, ton affaire. Ouais. C'est le condition. C'est de l'instinct de gorille, là. Ouais. Le problème est dans Tu l'as mis, tu l'as bien copulé, et puis, écoute, tu vas en faire ton déversoir à long terme, là. Exact. Le problème est dans le conditionnel de la relation au départ. C'est là-dedans, là. C'est dans le conditionnel, tu sais. J'entreprends une relation que si tu adjuges que c'est moi puis pas d'autres. Pas beaucoup qui sont prêts, là, à dire on est des amis, on file ça cool de même, on se donne pas d'obligation, tu m'appelles pas, je t'appelle pas, on pas de nouvelles. T'sais. Il y a beaucoup de modalités, ça dépend. Les modalités, c'est pas tellement les modalités, parce que il y en a beaucoup qui jouent, qui vont être hypocrites avec les modalités. Oui. C'est plus l'attitude intérieure. Et on revient à la connaissance de soi-même. Parce que dans les modalités, Yves, il y a beaucoup d'adultes qui sont extrêmement hypocrites et peuvent cacher leur jeu pendant plusieurs mois. Alors, les jaloux morbides sont bons en général pour 4 mois. Quelques petits commentaires après 2 mois. 4 mois, là, oups, là, ça commence à paraître. Là.
qui a appelé, puis vérifie dans le sac de la conjointe, vérifie le courrier, vérifie les messages, vérifie les Facebook. Et que ça va pas bien. Ouais. Ah, là, ça va pas bien. Hommes et femmes, là. Ouais. Pierre, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez radioyves.com.